Dernier round de ce plateau spécial présidentiel et fin de campagne électorale. Quels enseignements tirés de tout ce qui s'est déroulé durant cette période? C'est ce qu'on va évoquer comme sujet avec autour du plateau Dominique Alizio, directeur de publication de chronique de la semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir, Samuel. À vos côtés, Georges Hérault, il est acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir, Georges Hérault. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui me suivent actuellement depuis plus tôt. Non, je ne peux pas oublier le chef canton de Ime, Tobia Bako. Et je fais un coucou au président de la coordination Unir Cloto, Bruxelles d'Odiko. D'accord, merci. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette, est également là. Bonsoir Sylvestre Béni. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, les grands enseignements de ce scrutin, de cette période de campagne qui s'achève dans très exactement moins de 2 heures maintenant. Sylvestre Béni, qu'est-ce que vous tirez comme d'abord principal enseignement de ces 2 semaines de campagne? Non, je crois que nous avons, si je dis nous, c'est-à-dire du côté donc de la corporation, nous les journalistes, nous avons quand même souhaité à ce que les choses se passent très bien, qu'il n'y ait pas quand même d'animosité, d'inimitié entre du moins les militaires et les sympathisants de tous les candidats. C'est vrai qu'il y a eu au nord du pays quelques perturbations donc des meetings, mais il n'y a pas eu tellement donc de faits majeurs qui puissent quand même entacher, si on peut le dire, la campagne dans son ensemble. Et puis, bon, on peut également remarquer que sur toute la campagne, UNIR n'a véritablement pas eu de concurrent. Je parle donc de la campagne parce que c'est vrai, il y a d'aucuns qui disent qu'ils ont les moyens de l'État et ils ont raison. Et puis, vous avez vu, c'est presque une campagne à l'américaine avec leur champion qui est souvent donc, dans l'air avec l'hélico et tout ça. Et puis, bon, du côté donc des autres partis, ça n'a pas véritablement donné. Et puis, dans notre parution, de cette semaine, nous faisons donc l'analyse en ce sens-là. C'est-à-dire, du côté de l'ANC, nous nous sommes posé quand même la question, est-ce que c'était opportun que ce parti-là puisse commencer la campagne au même moment que UNIR dans le Nord? Parce que vous savez, la plupart des cadres donc, de ce parti sont de la partie septentrionale du pays. Donc, sûrement qu'ils vont mettre des garde-fous, ne serait-ce que pour noyer la campagne donc, de l'ANC pour qu'ils ne soient pas visibles, pour qu'eux aussi soient mieux cotés donc, du côté du prince de Lomé II. Et vous avez vu ces interdictions, ces perturbations de meetings. Et quand l'ANC a osé dénoncer cela, vous avez vu que c'est un ministre qui vient tout de suite faire écran et qui dit que l'ANC fait de la surenchère. Donc l'ANC devait être beaucoup plus dans l'anticipation et en allant progressivement vers le nord au même mois que UNIR descend. Parce que ça va quand même lui permettre donc, de casser les codes, de rétablir, si vous voulez, la vraie vérité des faits au niveau donc, des militaires. Donc, dans l'ensemble, leur campagne à l'intérieur du pays a été quelque peu noyée par la présence de UNIR. Maintenant, du côté du MPDD, au début aussi, on n'a pas vu quand même tellement d'affluence autour. Ils ont commencé au sud du pays, un peu vers le nord, mais on a vu que au moment où ils sont du côté du nord, ça a beaucoup pris, aussi avec l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Podio qui le suit et autres. Donc, pour les autres candidats, ça j'ai parlé donc des favoris, du moins de ceux qui sont classés parmi les favoris. Maintenant, du côté donc des autres qui sont classés parmi les outsiders donc, de la compétition, on ne peut que retenir que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, ils se sont mouillés le maillot avec les moyens de bord, encore que les moyens que l'État devait quand même débloquer pour ces partis-là. C'est pratiquement aux dernières heures à la fin de la campagne qu'ils ont eu ça. Donc, dans l'ensemble, ça s'est passé. La campagne était timide, si on peut le dire, comparativement à 2005.
Mais bon, il n'y a pas eu tellement donc d'anécroches, mais bon, on s'en tire en cela et puis on verra bien. Même constat. C'est une réalité, c'est un constat que tous les Togolais, tous les observateurs qui sont là, également observé qu'à l'issue de cette campagne, il n'y a pas eu vraiment de problème. Il n'y en a même pas, bon, c'est quelques petites histoires de rien du tout. Et vous savez, à l'écouter, on a l'impression qu'on a voulu empêcher l'ANC vers le nord de faire ci, de faire. Enfin, on n'a pas empêché. C'est que l'ANC n'avait pas de militants dans le nord. C'est une réalité. Parce que lorsque vous prenez ce qu'ils ont dit, et leur communiqué faisant croire que les préfets ont demandé aux populations de ne pas sortir, mais quand vous allez voir la réalité, c'est autre chose. Mais comme préfet, d'ailleurs, ce n'est même pas du ressort d'un préfet. Et moi, j'ai appelé un préfet, notamment le préfet de Mango, qui a dit que lui ne savait même pas que l'ANC allait à Mango. Normalement, l'ANC devait informer l'autorité. Pour qu'on lui dise, ah, aujourd'hui, il y a le programme de tel leader qui vient pour éviter les accrochages. Mais ils ne l'ont pas fait. Et au moment où Unir s'apprêtait à aller à Gando, vous savez, Mango, c'est une grande préfecture. Il y a Barkwasi, il y a d'autres grandes villes qui sont là-bas, même Mangoville. Mais c'est où, là où Unir allait, c'est là-bas où ils ont choisi d'aller. Mais pendant tout temps, les militants de Unir étant aussi nombreux, massivement dans cette localité, finalement, ils se sont contentés de prier. On a voulu nous empêcher alors qu'il n'en était rien du tout. Maintenant, quand vous y a Tanjouar, par exemple, le préfet les a empêchés, mais finalement, ils se sont retrouvés sous l'arbre. Mais si le préfet vraiment les empêchait ou bien avait dit aux gens qu'ils ne devaient pas se réunir ou bien ne devaient pas tenir leur réunion là-bas, même ils n'auront même pas un seul arbre pour se retrouver là-bas. Ça veut dire que quelque part que c'est eux-mêmes le vrai problème. C'est-à-dire qu'au lieu de rester à Lomé ici et dire que bon, ils font la politique, eux, ils ne voient pas que le Togo, c'est de Lomé jusqu'à Ségassé. Par exemple, au même moment où ils criaient, le parti de l'opposition le plus défendu dans la localité, notamment, le parti a dit organiser ces rencontres et ces meetings. Normalement, si il doit avoir le préfet qui devait empêcher un parti de l'opposition de pouvoir faire quelque chose de sérieux, c'est plutôt ce parti qui est implanté là-bas, qui a fait de grands meetings. Moi, j'ai vu leur meeting et leur rencontre. Donc, c'est dire quelque part que c'est face à leur puissant échec, donc ils ont profité, crié, et on a voulu nous empêcher alors que nous n'en étions rien. Lorsque vous prenez ce qui s'est passé à ce pouvoir, que nous avons d'ailleurs déploré que ces danseurs n'avaient pas leur place là-bas. Mais juste des danseurs, c'est vrai, ils n'avaient pas leur place là-bas, mais le communiqué dit des miliciens du parti. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'on appelle miliciens. Et je leur donne deux cas. Au Liban, quand on parle de les miliciens Hezbollah, ils sont plus armés, leur puissance de feu dépasse l'armée nationale. Lorsque vous allez en Centrafrique, en Afrique, les anti-Balaka et les Séléka, c'est des hommes puissamment armés. C'est ça qu'on appelle miliciens. Quand on voit des gens danser, on les traite de miliciens, et je dis, et surtout que c'est des journalistes aussi assujettis à eux qui racontent ce genre d'histoire. Je dis non, c'est pas sérieux. C'est vrai que nous avons déploré, moi j'ai déploré cela. Mais aller jusqu'à raconter des histoires, c'était pas. Donc, globalement, tout s'est bien passé. Et moi, je dis que nous devons vraiment saluer la maturité du Togolais, qui de jour en jour devient plus mature et comprennent que le jour de la campagne ou pendant la campagne, ce n'est pas le moment où il faut passer à des actes de violence. Il y a plus ça, il y a pas eu. D'accord. Saluer notamment la FOSEP. Oui. On va revenir sur tout cet aspect-là aussi. Germain Pouli, vous pensez que au fur et à mesure que les Togolais s'habituent à la chose électorale, aux campagnes électorales, on croit en maturité? Oui, c'est évident que ça s'améliore depuis octobre 2007. Et je pense que nous sommes à la 6e élection, si je ne me trompe pas, ou la 7e élection. Et donc, ce sont des élections qui se sont passées dans la transparence et dans la paix. Vous savez, dans la plupart des pays, ce sont des moments de tension. Il y a assez de violence, il y a des combats parfois entre les militants et sympathisants des camps rivaux. Et au Togo, on n'assiste pas à ce genre d'événement. C'est vrai qu'il faut saluer le travail
de dissuasion, de sensibilisation fait par la FOSEP et puis toutes les forces de sécurisation des élections depuis 2007. Mais en même temps, les militants aussi ont grandi un peu en maturité et on n'a pas vu beaucoup de des partis politiques faire ce travail-là. Mais je pense que les Togolais aussi, depuis l'accord RPT-UFC, voient autrement la politique. Ça fait moins de violence parce qu'on a vu le président du RPT d'alors, le président de l'UFC, principale force de l'opposition, travailler ensemble. Ça a été un choc quand même pour certains. Mais au finish, je crois que cet épisode aussi a ramené les Togolais à la raison, en plus de la volonté politique marquée par le gouvernement, donc qui s'inscrit dans une démocratisation sans violence. Et ça fait que nous enseignons des élections sans violence et des élections transparentes, ce qui fait que nous sommes en train d'être un bon exemple, quoi qu'on dise, parce que j'ai eu la chance d'échanger une fois avec des responsables de PNUD qui ont dit que le Togo avait des élections de qualité. Même quand on prend le fichier électoral, on a l'un des meilleurs dans la sous-région. Quand on prend la sécurisation, on n'en parle pas. Nos forces de sécurité sont même sollicitées pour aller échanger avec celles des autres pays. Et puis le travail même de l'organisation de la supervision des élections. Donc, pour revenir à cette période-là, on a vécu 2 semaines où certains craignaient, vous savez que depuis le début de l'année, plusieurs personnes, plusieurs Togolais ont mis leur projet au ralenti, se disant après les élections, on va voir l'allure que prendra les élections. Et puis la campagne, qui est un peu la période avant le vote, a été une période de rassurance, à part quelques incidents mineurs qui ne sont pas vraiment, qui sont pas des incidents qui peuvent entacher donc la régularité ou le caractère équitable de cette élection-là. Donc je pense que, et même sur les médias, le travail a été bien fait. Il a été bien fait, pas seulement sur les médias publics, mais vous verrez que dans la presse privée, chaque organe, malgré sa ligne éditoriale, a essayé de faire une part donc à tous les candidats, même les plus invisibles, sur le terrain. Et puis, c'est effectivement 2 semaines de campagne qui se sont bien déroulées. On peut aussi retenir ce meeting inaugural du président du Parti UNIR qui a insisté sur le caractère pacifique, le fair play, surtout le respect de l'adversaire. Je pense que ce message aussi est passé dans les autres camps et du coup, donc, les Togolais ont vécu 2 semaines de campagne assez paisible. Georges Hérault, contrairement à d'autres pays où même les périodes de campagne, sur le plan purement verbal, c'est des attaques très acerbes. Quand on regarde ce qui est en train de s'achever là, on n'a pas vraiment eu ça. Oui, Samuel, nous pouvons dire que cette élection de 2020 est une réussite parfaite parce que, on n'a pas encore voté. Donc on ne va pas être optimiste, trop optimiste. Nous pouvons remarquer que les meetings sont considérés comme, en quelque sorte, des célébrations de victoire. Il n'y a pas de problème, à part ce que les uns les autres ont souligné. Moi, je me suis dit que l'enseignement qu'on pourrait tirer, c'est que nous devons savoir que personne n'a le monopole de la place publique. Et une fois que vous passez et que les militants d'autres personnes, d'autres partis passent, je ne pense pas qu'il doit y avoir de problème. Parce que je pense que c'est la danse saut ou bien quelque chose. Les militants d'Uni qui chantaient, qui passaient. Je pensais que les leaders... Oui, parce que ils sont venus s'arrêter aussi. Oui, et ce qui se passe dans les meetings, ça se passe. Ça s'est passé plusieurs fois. Ce que le leader pourrait faire, celui qui aspire diriger le pays, pourrait sortir, les saluer, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, et là, c'est un leader. Et là, il se met à la hauteur et tout le monde, l'autre partie, c'est là, c'est un leader. Et là, la force de sécurité qui suit le cortège de l'ANC est obligée de suivre le candidat et dégager la foule.
Mais lorsque on se dit que il y a la force de sécurité, dégagez-les, alors que si on devient président, c'est les mêmes personnes qu'on va diriger. Donc l'enseignement aujourd'hui, c'est que nous devons alors être au-dessus de ces choses-là et montrer aux militants, aux autres militants, qu'après tout, je peux être votre président aussi. Et aujourd'hui, quand vous voyez la stratégie qui est mise en place par l'UNI, qui est le porte-à-porte, et a fait aussi qu'il y a une présence permanente, effective, de l'UNI, comme l'a souligné Sylvestre, sur le terrain. Et en plus de ça, c'est appuyé par des grands meetings du président du parti UNI. Et ça, quand vous passez sur le terrain, les messages aujourd'hui, tout le monde comprend pourquoi il doit y avoir la paix, pourquoi on doit voter. Et aujourd'hui, le message passait plus que les meetings qu'on organisait de côté de trucs. Ce qui m'a amusé, Samuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains candidats qui sont en train de penser ou bien qui pensent encore que les réseaux sociaux peuvent participer à leur élection. Et c'est ce qui a fait que vous voyez... Ça peut aussi jouer. Oui, j'arrive. C'est ce qui a fait que vous allez voir le sondage américain que RFI a fait. Non, ça c'est un fake news, tout le monde l'a dit. Ça c'est un fake news. Oui. Et que les politiciens s'amusent à enlever le nom de Donald Trump et mettre le nom de Agbeyome comme 57%. Aujourd'hui, c'est que ça montre combien de fois il y a certains partis politiques qui veulent seulement bluffer les gens. Il y a seulement une visite avec UFC et il y a un communiqué que UFC soutient. Aujourd'hui, ça veut dire ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que sur le terrain, nous voyons certains leaders qui vendent l'illusion et que les Togolais comprennent. Et il y a certains qui sont dans la réalité. D'accord. Et que les Togolais soutiennent. D'accord, on va continuer d'en parler, mais nous allons dans cette partie suivre d'abord deux illustrations. La première, c'est celle de la clôture de la campagne de l'Alliance nationale pour le changement. Elle a tenu une caravane ce jour à Lomé. Nous allons voir les images, le commentaire et revenir continuer d'en parler. À quelques heures de la clôture de la campagne présidentielle togolaise, les militants de l'Alliance nationale pour les changements ANC restent mobilisés et plus que déterminés. Au cœur de cette caravane, leur leader Jean-Pierre Fabre. À travers les artères de la capitale togolaise, l'ANC veut saisir l'occasion des dernières heures pour convaincre la population à voter le candidat Jean-Pierre Fabre. Pour ces militants, au soir du 22 février, seule l'alternance aura le dernier mot. Nous demandons à la population togolaise de voter l'alternance, de voter le changement. On compare deux choses. On ne compare pas une seule chose. Les gens ont fait plus des années au pouvoir. Nous voulons qu'il y ait un changement. Et ce changement-là doit venir en ce temps-ci. Alors nous invitons tout le monde d'aller voter le samedi. Ça a toujours marché. Après 2005, ça a toujours marché jusqu'à l'heure où nous parlons. Maintenant, quand nous avons voté, nous demandons aux gens d'aller réclamer leur victoire. Elle n'est pas la politique de démocratisation du pays. C'est ça, et sa vérité en politique, cette démarche, c'est ce qui nous plaît, quoi. La vérité du client, il est fidèle. Et il ne se laisse pas corrompre par n'importe qui que ce soit, c'est ça. C'est par la détermination du peuple aussi et par de la communauté internationale qui nous propulsera vers l'avant et vers la victoire. Un grand meeting prévu à la plage de Lomé va marquer la fin de cette opération de charme qui a duré 2 semaines. Conformément à la constitution togolaise, la campagne présidentielle débutée le 6 février prend fin ce 20 février à minuit, laissant place au scrutin du 22. Bien, on est de retour et on a suivi là la campagne de l'Alliance nationale pour le changement, en tout cas la clôture de sa campagne par une caravane. Ce jour à Lomé, Sylvestre Béni,
il y a eu véritablement, il faut le dire, et vous l'avez rappelé tantôt, disons que 3 partis qui ont été visibles durant cette campagne. Qu'est-ce qui l'explique? Non, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Vous savez, si on prend UNIR, UNIR, leur champion, c'est le chef de l'État qui est encore là. Et puis c'est un parti qui après donc la défunte RPT, c'est un parti qui est, disons, dans une phase de reconstruction et qui aujourd'hui est beaucoup plus ouvert aux jeunes qu'ils ont encore. Parce qu'à l'époque, quand on te parle de RPT, tu ouvres les yeux, tu verras que ce ne sont que des vieux. Maintenant, aujourd'hui, vous verrez qu'au niveau de UNIR, c'est vrai, le chef de l'État essaie donc de fonder quand même ce parti-là sur des jeunes qui sont encore dans la fleur de l'âge et qui se donnent et qui mobilisent et tout. Donc, vous verrez que au niveau donc de ce parti-là, ça prend. Maintenant, si vous voyez, Agbeome a un carnet d'adresses. Agbeome, si on... le candidat du MPDD, donc si on se met aujourd'hui à faire quand même la litanie de ces postes-là, donc c'est quelqu'un qui a occupé quand même de hautes fonctions ici au Togo. Et Agbeome a bénéficié également d'un ralliement de plusieurs partis. Et normalement, cela devait beaucoup plus lui servir parce que lorsque vous voyez la manière dont le mouvement Bâtir, bas campagne pour unir, normalement on devait avoir la même chose autour donc de tous ces partis qui étaient aux côtés d'Agbeome. Chacun devait quand même aller dans son fief mobiliser la base électorale pour Agbeome. Mais on a vu qu'au niveau donc de Dankpem, l'ancien député Tago Sabreni a mobilisé quand même l'électorat de Dankpem. On a vu tous les images et tout ce qui va avec. On a vu quand la CDPA aussi, quand il est allé aussi à Tapamé et tout ça, on a vu qu'on sent quand même, du moins, un petit boom au niveau quand même de ce parti-là. Maintenant, quand on parle de l'ANC, de l'UFC à l'ANC a toujours gardé quand même beaucoup donc, de militants donc, de l'UFC. L'UFC est devenu aujourd'hui presque une coquille vide. Et l'ANC a beaucoup de fédérations sur le territoire national. Et vous verrez qu'à chaque déplacement, il y a encore des gens qui l'accueillent. Donc, si on prend au moins ces 3 parties-là, vous verrez qu'au niveau donc, de la personnalité d'abord du candidat, au niveau donc, de la base électorale et au niveau également de l'effectif, si on peut le dire plus ou moins pléthorique, des militants autour donc, de ce candidat, c'est ce qui fait que vous verrez qu'ils sont sortis un peu de l'eau. Et après, c'est Hadi qui... Bon, nous ne faisons pas de classement, c'est Hadi qui vient un peu après ces parties-là, parce que Hadi, vous savez, c'est en fait un mouvement à l'époque qui s'appelait, je crois, Kadi à l'époque. C'est un mouvement, l'historique, c'est un mouvement qui s'appelait Kadi à l'époque, parce qu'ils voulaient également faire écho, œuvrer au développement de leur communauté. C'est après de Kadi, c'est devenu Hadi. C'est transformé en parti politique qui est devenu Hadi. Donc, eux aussi, vous verrez qu'au Grand Nord, c'est un parti également qui a des racines, et qu'il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'engouement autour de ce parti-là. Maintenant, quand on prend Tchassona également, quand vous voyez l'image de ce côté, aujourd'hui, les fiefs jouent beaucoup plus pour les candidats. Quand on a vu Tchassona à ce côté la dernière fois, on a vu l'effervescence et tout ça. C'est un fils du milieu qui est arrivé, à défaut donc de Tipi. Donc, il est là et donc il y a également du boom autour de lui. Maintenant, ceux qui sont arrivés récemment, c'est-à-dire le professeur Kwame Olu et Dr. Jérôme Kouessan, il est vrai, ils n'ont pas tellement d'ancrage politique. Ils n'ont pas d'ancrage politique. Ce sont des partis qui souvent étaient accompagnateurs d'autres partis, notamment le PSR reste beaucoup plus dans l'ombre de l'ANC beaucoup d'années. Ils étaient dans presque toutes les coalitions, tous les mouvements qui ont été formés, FRAC, CAP, CST, tout ça. Donc, ils étaient beaucoup plus dans l'ombre de l'ANC. Aujourd'hui, ils veulent un peu sortir pour prendre de l'ancrage, mais on a vu que ça n'a pas tellement donné. Bon, c'est quelqu'un qui aussi s'est jeté. Il est vrai que pour l'instant, ça n'a pas tellement pris à son niveau.
Hein, et il était dans les marchés et tout ça. Mais c'est une expérience. Il a fait l'expérience et puis prochainement, on verra ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, quand on prend tout le lot, les 7, on a vu que unir l'ENC et le MPDD sort du lot. Et puis, peut-être qu'au niveau donc, de le samedi, on aura presque une configuration pareille. Maintenant, qui sera le premier, le deuxième, le troisième, ça, on verra tout ça. Vous avez constaté la même chose sur le terrain, que ça n'a été véritablement que ces 3 qui ont été visibles. Oui, même les 3 visibles, il n'y a qu'un seul qui était visible à tous les niveaux et partout. Je parle notamment de l'UNIR. Par contre, la NC, moi, j'étais étonné de voir juste une caravane qui n'a pas chuté à un grand meeting. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit ainsi? Parce que d'habitude, la NC organise toujours des grands meetings à Lomé. Et je n'ai pas vu, le MPDD non plus, je n'ai pas vu un grand meeting à Lomé. Est-ce qu'ils ont un problème particulier? Ah ben, il revient du dit parce que, vous savez, aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que la NC, au moins, a une base électorale. À Lomé et dans certaines villes, notamment à Nero, Kédié et autres, ils ont une base électorale. Mais depuis la crise inter-opposition, et surtout leur péché mignon, c'est d'avoir refusé, interdit à leurs militants d'aller se faire enrôler, de boycotter les législatives, et puis subitement on leur dit d'aller au local. Les militants n'ont pas su s'accommoder à la chose, parce que rien n'a changé entre le boycott et ces élections locales. Alors, beaucoup de militants peut-être sont désemparés, ne se donnent plus, ne se gênent plus, se disent que ça ne vaut plus la peine. D'ailleurs, ils ont tenté quelques marches entre temps et meeting, mais ça n'a pas non plus prospéré. Donc je crois quelque part que l'opposition est victime de ses propres turpitudes. Mais lorsque nous prenons le MPDD, Agbemé Kodjo, lui, use de la ruse, du mensonge pour... Mensonge? Oui. Par exemple, je vais vous donner des cas à Tabibou la dernière fois. Parce que Agboibo était chez lui à Couvé, alors il fait circuler dans la région que Agboibo, le gars demande de voter pour Agboibo. Mais quand l'information venait à Agboibo, il n'a pas du tout digéré, ses militants. Ils se sont dit, mais comment? C'est lui qui a envoyé Agboibo en prison, avec l'histoire de l'assassinat de Mathieu Egbé, dont on a attribué d'être derrière. Donc, comment ils peuvent se permettre de voter pour un tel homme? Donc, ça a créé des situations. Mais bon, et par endroit, par exemple, si vous prenez, par exemple, l'histoire de Tomengé, c'est le village natal de Monseigneur Kwadjuro. Mais hier, ils ont organisé un meeting là-bas. Et pourtant, ils ont sorti un communiqué pour dire qu'on a déversé des militaires qui terrorisent les gens. Moi, je suis né là-bas. Moi, quand j'ai eu l'information, j'ai appelé plein de gens. Ils disent non. Il n'y a rien, il n'y a aucun militaire. Les militaires étaient là depuis 5 ans pour sécuriser nos frontières. Tomengé débouche sur 2 grandes frontières. La frontière de 2 grandes frontières, la frontière de Welcop et puis la frontière de Zoubé. Mais subitement, parce que les mêmes militaires qui passent là-bas chaque fois, et avec les populations, même c'est à Tomengé même qui vont faire des ravitaillements. Alors pourquoi s'appuyer sur le mensonge, la ruse, pour faire croire que oui, ils sont persécutés, alors qu'il n'en a rien du tout. Si tel était le cas, comment ils pouvaient arriver à Tomengé faire le meeting hier? Ils l'ont fait, au vu aussi de tout le monde. Donc moi je crois que c'est ça le vrai danger qui guette ce scrutin. Parce qu'avec cette détermination de procéder à des mensonges, à des fake news, à des ruses, ça peut je crois que tu n'étais pas sur le lieu. Vraiment suivre. Tu n'étais pas sur le lieu. Qui est extrêmement dangereux. Et ça, je vous le dis, beaucoup le savent d'ailleurs. Non, je crois que... Il est tellement rusé, malin et très dangereux. Alors, moi, dangereux, c'est dangereux en quel sens? Il est en termes de nuisance. Il en a on a vu dans la campagne, il a été très fair-play, très gentleman. Samuel, je crois que Dominique est en train de faire un procès d'intention. Je crois que Dominique, il faut le couper dans cet élan-là, parce que nous sommes sur un plateau, il faudrait quand même... Parce qu'il prononce des termes qui sont... Il prononce ces termes-là, il faudrait quand même le corriger. Que celui qui l'aide de camp de Kodjo, il s'appelle Mondi. Marc Mondi, on devait sur les réseaux sociaux qu'il a interféré au SRI. Et lundi, il va sur Radio Victoire
Il dit non, il n'a même pas été convoqué. Alors, quelqu'un qui n'est pas convoqué, mais dont on dit qu'il est interpellé. Et à côté, on dit, Monseigneur Kodjo dit qu'il va aller faire une grève de la faim. Qui est derrière tout ça? Moi, après mes recoupements, j'ai vu que c'est Agbeumé qui est derrière. Et ça rejoint une autre stratégie qui consiste à dire qu'on menace Monseigneur Kodjo. Qui menace Monseigneur Kodjo? J'espère que ce n'est pas Agbeumé lui-même qui envoie des gens pour le menacer. Non, en tout cas, moi je suis... Non, Samuel, je crois que... Parce que je connais l'homme. En tout cas, pour ce que nous on a suivi, pour ce que nous on a publiquement suivi de lui durant la campagne, ça a été... Samuel, si vous permettez, on va quand même prétablir un certain nombre de vérités autour. Non, on va faire tourner la parole. Germain Pouli, vous avez aussi observé cela, que c'était 3 qui existaient, mais avec une nette domination, je veux parler juste en termes de visibilité pour le parti au pouvoir. Oui, le candidat d'UNIR... Les moyens sont passés par là? Et pas forcément, déjà il avait la faveur des pronostics. Comme dans tout pays, le candidat sortant n'est pas dit favori. Mais vous allez constater que Faure Gnassingbé ne s'est aucunement comporté comme un favori. Il a mouillé le maillot plus que tous les autres candidats. Non seulement il a envoyé des équipes partout dans le pays, tous les cadres étaient dans leur zone, mais il a fait tout. D'abord, il y a eu une période de pré-campagne où il est allé rencontrer des paysans, il est allé inaugurer des ouvrages, poser des premières pierres et tout ça. Donc, c'était une pré-campagne. Il savait qu'il devrait toucher un maximum de localités, donc il a commencé un peu plus tôt. Et pendant la campagne, il faisait 3 à 4 localités par jour. Ce que les autres ne faisaient pas, peut-être l'ANC a essayé un peu. Et donc, en plus des cadres qui étaient un peu partout. Donc, UNIR était forcément plus visible. UNIR drainait beaucoup plus de monde donc, que les autres partis. Et après, on a quand même été surpris aussi par la capacité de l'ANC à couvrir intégralement le territoire. Et l'ANC, en 2015, avait plutôt organisé une pré-campagne de 3 mois avant l'élection, qui a permis donc à Jean-Pierre Fabre d'aller se faire connaître à l'intérieur du pays, ce qui n'était pas le cas parce qu'on a beaucoup reproché cela à l'opposition après l'épisode du CST. Mais cette année, il n'a pas fait de pré-campagne, mais pendant la campagne, il a fait un maximum de localités. Et donc, il vient après UNIR, mais bien loin après UNIR. Maintenant, le MPDD et Agbeumé Kodjo, je pense qu'ils ont beaucoup plus communiqué. Il faut le reconnaître, ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de faux et de vrais en même temps, où les gens n'arrivent pas forcément à distinguer le faux du vrai, et ils ont été champions dedans. Et toutes les récupérations, ils les faisaient sur les réseaux sociaux. Et le militant de Clé en parlait tout à l'heure, on a vu un peu ce qui s'est passé avec Gilles Christ Olympio, dont le parti a dû démentir, qui n'apporte pas leur soutien. Dominique parlait du CAR, mais bien avant, c'est que l'homme s'est présenté comme le candidat unique de l'opposition. Il a fallu que les autres se plaignent, le menacent. Ça a toujours été comme ça aussi. Oui, non, nous sommes en politique. Non, à partir du moment... Un regroupement de 5 partis présentait quelqu'un qui se présentait à l'époque comme candidat unique de l'opposition. Oui, mais ici, d'abord, il y a un contexte. D'abord, il y a... Il y a un autre contexte ici, c'est que l'opposition a réclamé, obtenu les 2 tours. Donc, l'idée de candidat unique, d'ailleurs, ne sert à rien. Mais ils se sont comportés comme si on était dans un scrutin à un tour pour présenter le candidat unique. D'abord, Kodjo, dans sa dynamique, a laissé beaucoup de plumes parce que plusieurs partis ont contesté la démarche. Et donc, finalement, il sort un Agbeumé Kodjo de sa poche. Et lui, il se présente comme le candidat unique de l'opposition. Après, il revient progressivement pour dire le candidat de la dynamique Kodjo, avant de redevenir ce qu'il est normalement, le candidat du MPDD. Donc, en fait, c'est comme ça devait se faire. Et il a fallu que l'opposition remarque que finalement, la campagne commence, mais les candidats se livrent la guerre. Ils ont essayé de signer un pacte qui n'a pas donné grand-chose. Mais ils se sont donné des coups.
Et donc, Aguillaume, il a beaucoup communiqué, il a usé beaucoup des réseaux sociaux, il a usé un peu de manipulation, on dira, on est en politique, mais en même temps, le peuple n'est pas dupe. Je pense qu'après samedi, on va voir clair dans cette histoire, parce que, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a eu cette dynamique Potro-là, qui a donné l'impression que quelque chose de nouveau se passait. Mais en même temps, il y a cette question de base électorale. Aguillaume n'est pas sa première participation à la présidentielle. Il n'a jamais eu de base électorale. Donc, est-ce que c'est Potro qui a une base électorale quelque part qui lui reviendra? Est-ce que c'est l'Église catholique dans un premier temps, où Aguillaume aussi se faisait croire aux gens qu'il est le candidat de l'Église catholique, bien avant que le débat ne soit recadré. Donc, il a usé de toutes ces stratégies-là. Il est catholique. Et là, des choses comme ça. Il est catholique. Voilà. Si on ne connaît pas, on ne dit pas. De toute façon, l'Église catholique n'a pas de candidat. Non, finalement, il est redevenu le candidat du MPDD. Quelques jours donc avant la fin de ce scrutin-là. Et donc, on verra si ces 2 semaines ont pu déterminer des indécis. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs au Togo? Je doute un peu. Il n'y a pas assez d'indécis au Togo. Maintenant, s'il y en a, est-ce que ces 2 semaines ont suffi pour que Aguillaume vide un peu l'électorat de l'ANC? Parce que c'était ça son objectif. Donc, on attendra de voir samedi. Mais si on se fie d'abord au dernier résultat des 2 précédentes élections qui ont eu lieu donc en décembre 2018 et en juin 2019, et si la tendance se confirme, donc on sait déjà qui pourra sortir gagnant. Parce que l'opposition a perdu depuis, il faut le rappeler, pendant cette crise-là de 2017 à 2019. Il n'y a pas eu que les appels à boycotter, mais il y a eu ces affaires de gros sous que les leaders se faisaient, alors que certains militants naïfs allaient... Oui, mais il n'y a pas que 30 millions. Il y a eu des 10 000 $ à plusieurs reprises et plein d'autres sous. Donc, ça fait que finalement, plusieurs militants sont un peu déboussolés et vous verrez qu'ils n'ont pas, Dominique le disait, ils n'ont pas envie de tester leur popularité dans leur zone habituelle en faisant de grands meetings parce qu'ils ne sont pas sûrs de réunir du monde parce que vers la fin de la crise, ils ont peiné à mobiliser 100, 200 personnes alors que de août 2017 jusqu'en fin décembre 2018, il y avait quand même des militants qui suivaient Georges la Hérault, manifestation. alors on a parlé de ces 3 qui ont été très visibles. Il y a les 4 qui n'ont pas été vraiment très présents. C'est dû à quoi? Premièrement, avant de répondre, je voudrais aussi ajouter que... Non, n'enfoncez pas le clou. Oui, donc je voudrais ajouter que peut-être c'est le bilan ou bien le travail déjà fait sur le terrain aussi qui joue en faveur du président sortant. Donc, vous voyez les mécanismes de MIFA, AIEJ, FNFI qui mobilisent beaucoup de personnes. Donc c'est aujourd'hui, oui, je voudrais ajouter que ça joue en faveur du président. C'est pour cela que quand les autres passent et crient que le président ne fait rien, la population ne fait que rire, se moquer d'eux parce que les exemples concrets, oui, le concret, il y a certains témoignages de gens qui ont eu le financement de MIFA et qui aujourd'hui sont sortis de leur misère. Les FAEJ, le fonds qui a Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Et qui a financé des jeunes et qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui sont devenus entrepreneurs et qui créent la richesse dans notre pays, emploient d'autres jeunes. Donc l'exemple est palpable. Tu es sûr que tu dis la vérité? Je dis la vérité parce que moi-même, j'étais même formé par Fayez. Si tu es sûr que tu dis la vérité là. Je dis la vérité. Avec tes yeux, tes oreilles. Je dis la vérité. Ne rien voir. Je suis là, vu du concret. Non, je ne suis pas aujourd'hui, même puisqu'hier, il y a le jeune de Kenkeliba qui était là. Il y en a plein, des témoignages qui filent. Chaque jour j'ai suivi la même formation avec Chambizo. Je recueille ces gens de Chambizo. Aujourd'hui, c'est un jeune qui ne faisait rien. Aujourd'hui, il est entrepreneur et il a plus de 50 employés. Voyez-vous, donc c'est des cas palpables. Je ne suis pas venu, d'ailleurs, moi je ne suis pas journaliste pour venir ici mentir.
C'est les informations. C'est donc c'est les journalistes qui Non, manquent. les journalistes, c'est les informations. Donc, ils ont tout de l'information. D'ailleurs, c'est l'information qui va. Alors, il faut vous dire que quand vous prenez les quatre autres candidats, vous prenez par exemple le PSR de professeur Oudou. Vous voyez, on a pu démontrer ici que c'est sa première participation. Il était dans l'ombre de l'ANC, il ne se montrait pas tellement. Et vous voyez, quand nous prenons même, par exemple, sa couverture nationale, on ne le connaît pas. Quand vous prenez Adi, c'est plus au nord, vers Tanjouaré, là, il faut aussi vers l'autre côté. Ils n'ont pas de couverture nationale. Ils ne sont pas représentés. Je pense que c'est la dernière fois, moi j'étais à Paris, que comme la santé du peuple est venu, quelqu'un est venu de Roubaix pour trouver sur une boutique où la personne a écrit santé et il dit que bon, comme eux aussi leur parti c'est santé du peuple, ils veulent laisser les affiches chez lui pour vous mettre les affiches. Donc des choses comme ça, c'est au fait aujourd'hui ça ne peut pas marcher. Donc ils sont en train de tenter, c'est la politique, il faut toujours un commencement. Vous prenez Jassona, Traoré, le MCD, vous voyez ce qui a encore joué en défaveur de cette partie. Ils allaient quand même passer aux législatives de 2018 et faire un peu de choses au niveau de l'élection municipale. Parce que aujourd'hui, quand il a décentralisé les élections, vous avez vu que l'image de la visibilité de 2020, c'est encore différent. L'image est différente de ce que nous voyons avant. L'élection a été décentralisée jusqu'aux communes et aux cantons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le président, nous en avons besoin pour 2000, du moins pour cette année 2020. Alors, si vous le permettez, on va aller à la pause et on va suivre le journal et puis on reviendra après continuer.